Eh bien, bonjour à tous. Je vous propose, en attendant que tout le monde se connecte, de commencer ce webinaire. Bienvenue à ces temps de partage et des présentations que nous avons organisées, GEPI Conseil, en collaboration avec l'association Adèle de Globitz. Nous sommes trois aujourd'hui à vous présenter un thème un peu particulier, je pense, dans le cadre de la préparation de l'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Donc, dans ce nouveau dispositif qui est entré en vigueur début 2023, nous avons voulu focaliser notre attention sur une phase de préparation qui concerne la visite des locaux et les éléments d'épreuve qui sont un petit peu le nerf de la guerre, si on peut le dire comme ça, de ce nouveau format. Juste avant de rentrer dans les vifs du sujet et des présentations déjà pour commencer, je voulais juste vous annoncer que ce webinaire est enregistré. Donc, il vous sera ensuite renvoyé par mail à la fin dans quelques jours, je pense, dans 2 jours. Et vous pouvez également utiliser donc l'application Zoom pour poser vos questions. On verra si on aura le temps d'y répondre en fin de webinaire ou si nous allons plutôt apporter des réponses plutôt globales via le site de GEPI Conseil. Alors, pour les petites présentations, je vais commencer, puis je vous présenterai les deux collègues qui sont avec moi. Donc, je suis Alice Muller, consultante, formatrice et évaluatrice qualifiée sur le nouveau dispositif de la HAS. Je travaille depuis 15 ans dans le secteur social et médico-social, donc avec un parcours en tant que salarié auparavant sur des fonctions de responsable qualité. Et voilà, avec GEPI, on a parcouru un certain bout de chemin ensemble. GEPI Conseil est une entreprise qui œuvre dans le secteur. Excusez-moi, j'essaie de passer la diapo. Voilà, excusez-moi. Depuis 30 ans, avec une grande expérience dans la démarche qualité des établissements sociaux et médico-sociaux, avec une attention toujours très particulière par rapport au respect des droits de la personne toujours au centre. Et elle vous propose une solution, pas plusieurs solutions informatiques, en fait, pour déjà pouvoir assurer le suivi global dans toutes les facettes, dans tous les volets de la démarche qualité dans les établissements et les services du secteur, avec effectivement également d'autres applications qui viennent compléter cette prestation, donc des gestions de projet, des suivis du dossier de l'usager, le dossier unique, et la mise en conformité avec le RGPD. Mais GEPI Conseil, c'est également un organisme certifié Calliope qui peut vous accompagner pour des formations et évidemment assure constamment une veille juridique pour être toujours au point sur les nouveautés réglementaires. Donc, vous pourrez trouver toutes les informations sur le site. Aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie également de Christelle Daniel et de Sophie Gérard-Ali qui donc ont accepté l'invitation pour pouvoir présenter avec moi ces webinaires. Sophie et Christelle sont des professionnels du secteur. Je vous l'ai dit, Association Adèle des Globitz. Je les laisserai se présenter. Encore un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Notre idée, c'est de pouvoir effectivement compléter, on va dire, le propos, la vision que je peux apporter en tant qu'évaluatrice, avec une expertise technique, mais même de la culture professionnelle du secteur, avec ce que les collègues peuvent apporter en tant que professionnels du secteur qui ont vécu l'évaluation récemment. Donc, je vous laisse la parole, Christelle. Merci Alice. Voilà, c'est moi qui commence. Donc Christelle Daniel, je suis donc infirmière depuis 11 ans, responsable d'unité de service depuis 6 ans, gestionnaire des risques, ça fait un petit peu plus d'1 an. Je travaille donc au sein de l'association Adèle de Globitz dans un hôpital
sur Oderen. Donc, c'est un établissement qui regroupe 30 lits de SMR et 99 lits d'EHPAD. Donc, dans ces cadres, vous avez vécu l'évaluation récemment par rapport à l'EHPAD. L'évaluation s'est passée donc au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Voilà, oui, c'est ça, au mois de novembre pour effectivement les 99 lits d'EHPAD. Très bien. Merci Christelle. Sophie? Alors, je ne vous entends pas, Sophie. C'est mieux comme ça, je pense. Là, c'est parfait. Voilà. Donc, Merci. Sophie Gérard-Rally, je suis directrice au sein de l'association Adèle de Globitz, d'établissements qui sont basés à Steel, dans un milieu rural, l'Institut des aveugles, qui regroupe 4 agréments, 2 foyers d'accueil spécialisés, un foyer d'accueil médicalisé et un foyer d'hébergement pour travailleurs en situation de handicap. Et nous avons vécu les évaluations HAS tout récemment, au mois de fin mars et jusqu'à mi-avril, pour les 4 agréments. Merci Sophie, c'est super. Donc voilà, donc on va rentrer dans le thème du jour. Déjà pour vous dire que effectivement pourquoi on a choisi ces thèmes, bien plus qu'une simple visite. Oui, en effet. La visite des locaux, ce n'est pas qu'une simple visite. Vous savez que la nouvelle méthode HAS prévoit en effet 3 méthodes, 3 approches pour pouvoir dérouler et explorer les 3 chapitres. Mais nous avons aussi 3 moyens en tant qu'évaluateurs à disposition pour pouvoir recueillir en fait les éléments qui nous permettent d'évaluer les établissements. Ces 3 moyens sont effectivement les entretiens, qui sont voilà ceux qui évidemment constituent la partie la plus importante de la visite. Nous avons la consultation documentaire et nous avons en effet l'observation. Qu'est-ce qui se passe en effet quand on est évaluateur, qu'on rentre dans un établissement? Le premier pas que l'on fait pour entrer dans un établissement, en tout cas me concernant, c'est de rentrer dans les documents. Je prends un temps de consultation documentaire en amont sur les documents phares, les projets d'établissement ou de service, les règlements de fonctionnement, le livret d'accueil, les évaluations passées, le plan d'action, pour commencer à avoir une idée de là où je vais mettre les pieds. Mais tout de suite après, c'est vrai qu'on va rentrer dans l'établissement tout au début, après la réunion de cadrage, habituellement la réunion d'ouverture, par la visite qui est souvent justement proposée en début des séances. Et la visite de l'établissement, ça nous donne tout un ensemble d'éléments qui sont très importants parce que ça va nous permettre de commencer à tirer des fils. Ça va nous permettre d'identifier des points, des éléments qui après seront questionnés plus tard lors des entretiens. Mais c'est vrai aussi que la visite, c'est quelque chose qui va après se réaliser un petit peu au fur et à mesure de 2-3 journées qu'on passe sur place. Et Sophie et Christelle vous en parleront parce que les évaluateurs ont aussi d'autres temps de partage et de déambulation, si je peux le dire comme ça, au sein de l'établissement. Donc, on va pouvoir aussi confirmer, corroborer ou nuancer certains constats par les biais de l'observation. Un point important, c'est aussi que quand on rentre dans l'établissement, on va quelque part avoir une première idée aussi du public, des personnes qui sont là, quelles sont ses spécificités, où est-ce qu'elles se situent, quel est le contexte. Et ça va permettre d'adapter aussi le questionnement qui viendra après. Mais alors voilà, qu'observe-t-il, l'évaluateur pendant cette visite? On a décidé de structurer donc la première partie du webinaire, donc la partie sur la visite. Après, on aura une plus courte partie à la fin sur les éléments de preuve. Mais cette première partie, elle est autour des 5 objets qu'on a identifiés comme ça, mais qui se complètent les uns les autres sur ces 5 objets. Donc, l'architecture et l'aménagement des locaux, ce qu'on va observer en premier, la vie dans l'établissement, l'organisation du temps et de l'espace,
la communication par affichage et, pour terminer, les pratiques professionnelles. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous rentrons, quand nous arrivons dans un établissement? Déjà, je vous le disais, on va déjà identifier sa situation géographique. On va déjà identifier l'accessibilité de l'établissement. Et tout cela est très important, vous l'imaginez bien. En tant qu'évaluateur, on va pouvoir commencer à se poser déjà des tas de questions. Si l'établissement est situé en zone rurale et que la mission est d'accompagner des personnes en réinsertion, si on est complètement paumé, passez-moi le terme, au milieu de la campagne, il va falloir que l'établissement nous démontre comment il va faciliter, favoriser la réinsertion de ces personnes. Et également, j'ai encore en tête d'autres exemples, si on est dans un EHPAD dont les accès donnent directement sur une route sans trottoir avec une grande pente, c'est ce que j'ai eu récemment, bah, comment est-ce qu'on permet aux personnes de sortir, de rentrer, de venir en toute facilité et sécurité. Donc voilà, déjà, l'accès à l'établissement constitue un premier regard que l'on porte et qui va nous permettre de poser des questions. Mais évidemment, l'aspect de l'architecture et de l'aménagement des locaux, c'est quelque chose qui va toucher, vous le voyez là dans le diaporama, un certain nombre de droits et de libertés fondamentales de la personne. Ce qu'on va avoir, par exemple, en premier, c'est le respect de la liberté d'aller et venir. Donc, comment, effectivement, l'établissement organise cette liberté d'aller et venir de la personne, sachant que, voilà, quand on rentre, évidemment, on voit s'il y a des portails, s'il n'y a pas de portails, s'ils sont ouverts, est-ce qu'il y a des codes d'accès, est-ce que les personnes peuvent sortir et rentrer librement, est-ce qu'ils ont des espaces aussi éventuellement de cours intérieurs? Comment se passe tout cela? Alors peut-être que pour ne pas prendre trop de temps de parole et pour voilà, laisser aussi les collègues apporter leurs éléments d'expérience, d'expertise, peut-être Sophie, comment ça s'est passé pour vous sur ce thème du respect de la liberté d'aller venir en lien avec voilà, votre établissement, votre architecture? Alors, nous, c'était effectivement un petit peu particulier sur ce thème-là, parce que nous accueillons donc des personnes aveugles avec troubles associés de type autistique. Et donc, le public, déjà, en termes de liberté et de sécurité à l'extérieur des locaux, sur des espaces qu'ils ne maîtriseraient pas, a été immédiatement questionné par les évaluateurs. Bien au-delà donc ils ont observé les systèmes de badge, de portes, les sécurités qui existaient, mais très rapidement nous ont questionné autour de comment on contrôlait, comment on évaluait l'autonomie de ces personnes pour pouvoir éventuellement faire bouger les lignes sur les autorisations, alors les accès extérieurs ou moins ou plus réglementés des différentes personnes accueillies. Donc, en fait, en gros, excusez-moi de vous couper, Sophie, on va dire que la règle, c'est la liberté. Hein? Oui. Ça, c'est, voilà, dans notre société, c'est cela. Et donc, en fait, le regard de l'évaluateur, il est un petit peu toujours là pour essayer d'identifier si les restrictions à cette liberté sont justifiées et si elles sont formalisées quelque part. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Quand on justifiait, nous, d'une restriction quelconque en termes de sécurité, surtout, hein, parce que par rapport à notre public, c'est beaucoup par rapport à la sécurité, bien évidemment, il fallait à chaque fois justifier où est-ce que c'était formalisé, à quel moment ça a été parlé avec le résident, avec son entourage, avec les professionnels. Donc, toute restriction doit être formalisée et justifiée. Ok. Et vous concernant, Christelle, alors, comment ça s'est passé? Parce que vous avez aussi une unité de vie protégée, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, au niveau de l'EHPAD, nous avons donc une unité de vie protégée. Donc, les autres services d'EHPAD, il n'y avait pas de souci au niveau de liberté d'aller et venir. Voilà, ils peuvent sortir comme ils veulent. Par contre, effectivement, l'unité de vie protégée,
c'est le nom protégé. Donc, nous avons un code d'accès pour sortir, pour entrer. Et c'est vrai que ce code, bah, ça a été assez questionné par les 2 évaluateurs que nous avions. Comment nous faisons, qu'est-ce que nous avons prévu, qu'est-ce que nous avons présenté aux familles. Nous a fallu créer une annexe au contrat de séjour. Précisant aussi quelles mesures compensatoires on met en place pour pallier à cette liberté d'aller et venir. Donc, Oui, réunion, à cette restriction, oui, en effet. oui. Et donc, nous devions prouver qu'il y avait des réunions, qu'on précisait qu'est-ce qu'on met comme action en place et après que ce soit apporté aux familles. Très bien. Alors, c'est vrai que voilà, la question des locaux, la question de l'aménagement des locaux a aussi une importance cruciale en ce qui est en dehors de la liberté d'aller venir, sur un autre droit fondamental pour la personne, qui est le respect de sa vie privée et de son intimité. Donc, c'est vrai que dans certaines configurations, sur certains établissements, on a des situations dans lesquelles on ne peut pas tout le temps assurer, on n'est pas dans les conditions optimum, en fait, pour assurer forcément ce respect de l'intimité. Vous allez de toute manière nous en parler, mais c'est évident que cela a trait à la configuration des chambres, ça peut avoir trait aussi à la configuration des sanitaires, et ça me fait penser aussi brièvement à une expérience d'évaluation que j'ai eue dans une unité de vie dans un établissement qui accueillait des enfants et donc des filles et des garçons malentendants, et qui devait effectivement qui proposait des douches mixtes à l'extérieur des chambres. Et donc voilà comment finalement l'organisation permet que ce droit fondamental à l'intimité, à la vie privée, l'intimité plutôt dans ces cas-là, puisse être effectivement régulée par par une organisation qui vienne un petit peu pallier aussi à des architectures qui ne sont pas tout le temps évidentes à gérer. Alors du coup, ça, je pense que vous l'avez encore vécu, hein, Christelle, par rapport à la configuration de votre établissement. Oui, c'est vrai que l'établissement, bon, il a une configuration assez particulière. Nous avons 3 bâtiments. Donc, un bâtiment qui est vraiment là depuis quasiment le début, qui est très ancien, où il n'y a pas de douche dans les chambres. Donc, la douche est à l'extérieur, hein, il faut traverser tout le couloir pour aller. Et c'était quand même, effectivement, ils ont quand même regardé, hein, bon, la vétusté un peu des locaux, et le fait qu'on puisse fermer la porte de la douche, et qu'on ait effectivement une présence aussi. Donc, à l'extérieur, la lumière qui affiche comme quoi la douche est occupée. Ça, c'est vraiment ce qu'ils ont vraiment regardé par rapport au respect de l'intimité. Et nous avons aussi des chambres doubles. Bon, quand ils sont passés, il n'y avait plus qu'une personne par chambre. Mais comme ils ont vu que c'était des grandes chambres et qu'il y avait des chambres où il y avait quand même 2 lits, ils ont quand même demandé comment se passait, qu'est-ce que nous avions mis en place. Donc, on a un protocole qu'on a appelé chambre double, hein, dans lequel il est précisé comment on respecte l'intimité lors des soins, lors des toilettes. Bon, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment tout regardé à ce niveau-là, quoi. Oui, et puis forcément, quand on parle de cohabitation, alors là, effectivement, on est dans un établissement pareil pour Sophie, on est dans des établissements, mais on peut être aussi dans des situations de logement, dans du diffus, dans des colocations, dans des cohabitations. Et c'est vrai que l'évaluateur, il va donc voir comment on peut quelque part s'assurer que la cohabitation permette quand même ce respect de l'intimité et de la vie privée, et comment parfois aussi des régulations sont nécessaires à mettre en place. Ce sont toujours des fils qu'on va tirer et que l'observation de tout un tas de choses va nous permettre de questionner après coup. Alors, je vais passer un petit peu plus rapidement sur les autres points. On fera un focus sur la sécurité. Mais voilà, il est important quand même de rappeler que quand on est en visite dans l'établissement, on regarde aussi les locaux, pas seulement les locaux de vie, on y reviendra tout de suite après, on regarde aussi les locaux des professionnels et comment ces locaux permettent aussi le respect de la confidentialité, c'est-à-dire
comment est-ce qu'ils sont organisés pour que, quelque part, on puisse recevoir des personnes, leurs proches, éventuellement des partenaires extérieurs, sans que la confidentialité des informations personnelles qu'on peut avoir dans l'établissement soit quelque part affectée, impactée. Donc, il est très important d'avoir aussi, et on en reparlera tout à l'heure, parce que je sais qu'il y a eu quand même certaines choses qui ont été un petit peu vues dans vos établissements, Sophie et Christelle, mais c'est vrai que voilà, il faut avoir une attention particulière à ça, comment aussi est, par exemple, agencer, s'il y en a un, l'accueil qui soit téléphonique ou physique, parce qu'à l'accueil, il se passe des tas de choses, il se passe des tas d'informations. Est-ce qu'il est en bon milieu du hall d'entrée, dans le couloir, où tout le monde passe, où tout le monde entend? Voilà, c'est toute une série effectivement d'éléments qu'on va aussi regarder. Mais comme on le disait, les locaux d'un établissement qui reçoit du public, c'est aussi un lieu de vie et un lieu où on s'attend qu'il fasse bon vivre. Donc, l'évaluateur va être très attentif aussi à comment cet établissement, effectivement, a été investi, approprié par les personnes elles-mêmes. On me rappelait juste il y a peu de temps de ça, ce n'est pas seulement la liberté de pouvoir aménager la chambre comme on le souhaite, mais c'est aussi est-ce que l'établissement me donne envie d'aller investir cet établissement? Est-ce que je me sens véritablement chez moi? Donc, tout ça ne sera pas laissé passer comme ça facilement par un évaluateur. Si les chambres, voilà, elles sont pratiquement l'état comme quand elles sont vides, elles sont peu investies, peu appropriées, bon, ça peut être un lieu de passage, c'est évident, tout dépend, on peut être en centre d'hébergement d'urgence, donc on peut le comprendre. Mais c'est vrai que là où les résidents risquent de rester plus de temps, on va aussi voir comment ils peuvent investir et comment ils peuvent aussi accueillir, comme si c'était chez eux, puisque c'est chez eux, les tiers. Donc, on va voir s'il y a des espaces qui facilitent aussi le maintien des relations avec des tiers extérieurs, des proches. Donc, tout ça fait partie de la visite. Mais il y a aussi une question qui nous échappe un petit peu jamais, c'est la question de la sécurité. Alors, il faut toujours rappeler que l'évaluation n'est pas un audit, n'est pas une commission de sécurité. Toujours est-il que l'évaluateur va être attentif à tout un tas d'éléments qui vont être importants par rapport à la sécurité de la personne. Peut-être que sans trop rentrer moi dans le détail, Sophie, vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce que vous avez vécu. J'ai eu l'expérience lors de la visite. Les évaluateurs ont demandé qui voulait faire visiter la chambre et donc un résident a amené, a accompagné les évaluateurs dans leur chambre. Donc il vérifie, il pose des questions aux résidents en même temps de la visite. Comment ça se passe? Tiens, votre salle de bain, est-ce qu'on peut la voir? Comment vous l'utilisez? Enfin, il vérifie un petit peu l'utilisation. Il vérifie effectivement si les personnes accueillies ont investi leur espace en termes de décoration, en termes d'autorisation, est-ce qu'il y a une télévision, est-ce qu'il y a une box internet, enfin des choses comme ça, ils vont être attentifs. Et lors de la visite, moi, on m'a fait la remarque parce que chez ce résident-là, il y avait une multiprise qui était branchée et qui était posée sur son lit. Et donc, on m'a dit, mais attendez, là, c'est pas du tout sécure. Alors oui, effectivement, c'était pas sécure. Donc, mais j'ai pu répondre aux évaluateurs en disant, ce n'est pas forcément, effectivement, je constate comme vous que c'est pas sécure. Mais cet espace c'est un espace privé de la personne. Donc, on peut pas être tous les jours en train de checker si tout est à la bonne place. Mais surtout, j'ai pu prouver qu'on organisait des réunions d'information pour les résidents, à destination des résidents, sur la sécurité incendie, le risque électrique, des choses comme ça. Et donc, du coup, ça a basculé le fait oui, on mettait tous les moyens en place pour assurer la sécurité des locaux, tout en respectant le paradoxe du lieu privé. Et donc, ça a permis Mais effectivement, ils ont un regard assez critique sur ce qu'ils peuvent observer dans les espaces privés.
Et il me semblait également qu'il y avait quand même eu un regard qui était posé sur l'établissement de façon, sur les parties, on va dire, communes. Oui, sur les parties communes en termes d'accessibilité, hein, toutes les normes d'accessibilité que vous pouvez connaître, hein, en termes d'anticipation des escaliers, les rampes, enfin toutes les normes qui nous sont posées en termes de RP. Nous, effectivement, comme nous accueillons des personnes déficientes visuelles, on a été au-delà des normes sur pas mal de points, et donc ils l'ont observé et ils l'ont noté. Donc là, il n'y avait pas de souci de manquement, mais c'est quelque chose qu'ils observent dans les établissements systématiquement, puisque de toute façon, ce sont des ERP, à la différence de quand ils sont allés sur le foyer d'hébergement, où c'est du droit commun, hein, dans des appartements diffus, où là, ils peuvent observer s'il y a un manquement, mais c'est de l'ordre du bailleur social. Donc. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Et écoutez, du coup, je vous propose de passer au deuxième objet d'observation. Alors, celui-ci, il est plutôt dense, hein, les autres, ça va être un petit peu, voilà, on va pouvoir aller un petit peu plus vite sur les autres. En fait, on a dit la vie de l'établissement, c'est un autre des objets qu'on regarde, puisque quand on rentre dans un lieu de vie, on s'attend, voilà, que ce soit un lieu où il fait bon vivre. Et c'est clair que, bon, on est toujours un petit peu sollicité, nous aussi, les évaluateurs, pour apporter des éléments de preuve, et on va y revenir, mais on capte quand même des éléments qui sont de l'ordre plutôt de l'interstitiel, c'est-à-dire quelque chose, voilà, qui se capte, qui se ressent, et qui est vraiment tout ce qu'on capte pendant la visite. Alors, quand on rentre dans un établissement, on le disait, on voit la vie, on voit comment les personnes sont là, quelle est leur présence, quelle est leur attitude. On pourra donc, par exemple, effectivement, voir sur une unité, par exemple, d'apprentissage pour enfants qui ont des troubles autistiques, comment se passent ces apprentissages, quels sont les outils de communication qui sont utilisés. Ça nous permettra encore là de venir derrière tirer des fils sur la communication. On pourra voir dans une unité de vie pour personnes âgées, si après les toilettes, les personnes sont là alignées un petit peu dans l'attente de quelque chose qui se passe, comme un repas par exemple, ou si bien, voilà, on voit qu'elles peuvent être dans des occupations diverses et variées en fonction de leurs souhaits aussi, des occupations ou voilà, tout simplement d'être à des places différentes en fonction de leurs désirs, de leurs souhaits, plus près de la fenêtre, dans le jardin, avec des personnes qui viennent en visite, etc. Donc, on regarde tout ça et on regarde évidemment également les modalités de communication entre les acteurs. Ça me fait penser justement à quelque chose que je voulais vous partager. Sur une évaluation, je m'étais rendue dans une petite unité de vie justement pour personnes âgées, où les personnes, elles étaient plutôt mobiles et voilà, autonomes. Il n'y avait pas un grand niveau de dépendance. Donc, les professionnels étaient plutôt des professionnels non qualifiés qui s'occupaient de l'animation, de temps des repas, aussi de la propreté des locaux. Et ce qui m'a marqué, c'est que je me suis rendu compte effectivement qu'il y en avait qui discutaient avec un monsieur qui ne parlait pas qui n'avait pas de communication verbale. Et donc, je voyais qu'ils essayaient de s'entendre plus ou moins avec du papier. Et alors, ce monsieur, d'ailleurs, c'était un accompagné traceur que j'aurais moi-même après interviewé. Mais de fil en aiguille, cette observation m'a permis de poser des questions. Du coup, les professionnels m'ont dit, ah oui, on avait reçu des formations à la langue des signes parce qu'on accueille quand même de plus en plus des personnes malentendantes. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ça s'est arrêté. Donc, c'est vrai que ce sont les résidents qui nous apprennent de plus en plus le langage des signes. Ah bon? Donc, après, je vais voir ces messieurs qui avaient un interprète en langue des signes. Et donc, du coup, il me parlait justement des possibilités de sortir, de comment ça se passait, la liberté d'aller venir, en gros. Et il m'avait raconté toute une histoire sur les règles de sortie les soirs qui n'avaient rien à voir avec les règlements de fonctionnement qui étaient en place. Donc, il avait retenu des règles plus restrictives que ceux qui étaient en réalité posés dans l'établissement avec les professionnels. Tout ça m'a amené
à recouper aussi avec d'autres éléments et en tant qu'évaluatrice, à me dire il y a effectivement un manque dans l'outillage, dans la communication, d'une formation, d'un support qui permette de rentrer en contact, d'autant plus que ce type de personnes malentendantes étaient de plus en plus présentes sur ces petits collectifs. Et que même une autre accompagnée traceur, une dame que j'avais rencontrée, m'avait dit, il fut un temps, nous avions eu une formation pour pouvoir communiquer avec les autres résidents, et puis finalement, ça s'est arrêté. Donc, vous voyez que ça répondait finalement à un besoin aussi de communication, évidemment, pour que la personne concernée puisse s'exprimer correctement, mais pour rentrer aussi en lien avec les autres. Donc, vous voyez que comme d'une petite observation qui peut-être pouvait être anodine à un moment donné, ça a permis de tirer un fil qui a apporté quand même une réelle observation, une réelle remarque au sein du rapport. Donc, la vie de l'établissement, elle est du coup explorée de cette manière-là par l'évaluateur. Aussi, la libre circulation, l'utilisation des espaces communs. Est-ce qu'il y a des règles? Comment elles sont communiquées? Est-ce qu'elles sont affichées? Est-ce que ces règles sont-elles arbitraires? Comment elles ont été constituées, construites? Voilà, donc il y a toute une série de choses qui peuvent aussi être vues de ces côtés-là. Mais toujours pour rester dans le thème de la vie qui se passe dans l'établissement, un autre, je dirais peut-être sous-thème, un autre sous-objet de la vie de l'établissement, c'est vraiment l'organisation des temps et des espaces, qui a une importance assez fondamentale. Ça me fait penser, après je donnerai la parole à mes collègues, encore à une autre expérience d'évaluation où je m'étais rendue donc, sur un foyer pour des jeunes avec handicap psychique, troubles associés. Et effectivement, j'en voyais deux qui étaient restés dans l'unité, en fait. Il y en avait un qui prenait à 10 heures son petit déjeuner, et un autre qui déambulait. Alors forcément, ça a posé des questions chez moi. Je commençais à me poser des questions. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ne sont pas scolarisés? Quelles sont les activités qui sont proposées? Est-ce que les professionnels sont là? Alors, il y avait un professionnel qui n'était pas loin, mais les affichages, ils n'étaient pas très clairs. Il y avait beaucoup de données qui étaient un petit peu confondues sur les tableaux d'affichage. Donc là, voilà, petites alertes. Comment se passe l'organisation de la journée? Comment elle est explicitée vis-à-vis des personnes? Parce qu'on peut tomber aussi dans l'excès inverse d'un autre établissement que j'ai en tête, où tout était extrêmement organisé, surtout sur des temps collectifs. Et donc, où il est le temps personnel, le temps libre pour la personne, pour se retrouver, pour se reposer. Donc, tout ça est vraiment aussi quelque chose que l'on observe en tant qu'évaluateur. Mais peut-être que, Sophie, vous pouvez compléter sur cet aspect de l'organisation des temps de la journée. Oui, les évaluateurs ont effectivement dans les unités de vie ont été vérifiés dans les chambres des résidents déjà, dans leurs espaces privés, si leur planning individuel était affiché, adapté. Planning de la journée, planning de la semaine, voilà. Donc ça, c'est quelque chose ils ont été vérifiés, et ils ont interrogé les résidents sur ce sujet-là aussi lors de la visite. Ont été également vraiment observés dans quasiment toutes les unités qu'ils ont parcourues, si les plannings des présences éducatives étaient affichés de façon accessible, c'est-à-dire accessible aussi bien en termes de localisation qu'en termes de lecture, enfin d'accès à l'information, puisque nous, on peut parler du FAL pour les malvoyants, mais on peut parler de braille, on peut parler d'objets pour les plus déficitaires. Donc ça, ils sont allés vérifier si effectivement ces plannings de présence éducative étaient là, et est-ce que les résidents avaient bien accès à qui travailler, à qui je pouvais m'adresser si besoin. Et donc ça, c'était vérifié. Oui, et si c'était structuré dans le temps, et effectivement. Et ça me fait penser effectivement aussi à un établissement dans lequel effectivement il y avait aussi cet affichage du planning de la temporalité de la personne sur sa semaine, mais effectivement qui était un petit peu là-bas au fond, derrière l'escalier, en bas, en dessous là. Donc
voilà, avec la collègue, on s'était dit quand même, mais déjà qu'ils ont peu de repères. Si c'est un petit peu là-bas au fond et qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Donc, il y a effectivement, comme vous dites, Sophie, la question de la lisibilité en termes voilà, de capacité à décrypter le langage, mais il y a aussi où est-ce qu'on le pose. Est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'il est, il est visible pour la personne? Alors, c'est vrai que en termes d'organisation des temps et des espaces, nous avons un temps qui est important, peut-être plus important que tous les autres dans les établissements, c'est les temps du repas. Alors, je pense que là, vous avez aussi eu voilà, des expériences lors de l'évaluation. Peut-être Christelle, pour varier un petit peu les voies, Les plaisirs. les plaisirs. Alors, il faut savoir que les évaluateurs ont des temps effectivement où ils peuvent aller seuls dans l'établissement. Donc, nous ont choisi, entre autres, le moment justement du repas, le temps du repas. Donc, ils sont allés dans les différents services et ils sont allés voir comment se passait la distribution des repas. Mais alors, ils ont vraiment tout observé, hein, c'est-à-dire qu'aussi bien comment se passe le service, si les résidents, on prend bien en compte leur desiderata, s'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, leur affinité au niveau des repas, si ça c'est effectivement bien pris en compte, les quantités aussi, parce qu'ils ont quand même regardé ce qu'on avait en quantité, et les prises de température. Et comment se passaient les prises de température. Ils sont même allés vérifier les fiches quand même de prise de température et ils ont quand même demandé aussi aux professionnels comment ça se passait. Est-ce que tout est bien tracé? Ça, c'est très, très important. Tout ce qui n'est pas tracé, de toute façon, considéré comme n'existe pas. Voilà. Et les aides repas, comment se passent les aides repas et comment sont installés les professionnels pour les aides repas? Oui, parce que je pense qu'effectivement, dans l'organisation d'un espace aussi important que celui du repas, que ce soit à la fois pour des personnes âgées comme chez vous, mais pour tout autre type de public, il y a aussi effectivement comment est organisée la salle, comment est-ce qu'il y a des petits groupes, qu'est-ce qu'il y a du bruit, comment on prend en compte aussi les affinités des uns et des autres. Alors peut-être que du coup, c'était une visite seule, donc ils l'ont peut-être questionné auprès des résidents. Auprès des résidents et mais auprès des professionnels, effectivement. oui. Comment est-ce que le professionnel est... Ah oui, mais comment est-ce que vous savez que cette personne, ce résident, ne mange pas tel et tel... Donc, ils ont quand même vérifié qu'on a bien des fiches précisant les aversions. Voilà. Oui, parce que ça permet de fil en aiguille, du coup, d'aller vérifier après si effectivement il y a la fiche, où est-ce qu'elle est affichée, est-ce qu'elle est bien gardée à l'endroit confidentiel, etc., etc. Rien ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd quand on est face à un évaluateur. Et Sophie, pour vous alors? Alors moi, je rebondis juste sur les propos de ma collègue, mais c'est vrai que moi, ils ont demandé à aller au sein de la cuisine centrale pour aller vérifier la traçabilité. D'accord. Donc, ce que je n'avais pas forcément prévu, moi, lors de la visite. Et bon, ils m'ont un peu pris de court là en allant, alors ils n'ont pas passé longtemps, hein, mais ils ont voulu vérifier la marche en avant, la traçabilité de la cuisine centrale. Au-delà de ça, moi j'avais pris l'option d'emblée de leur proposer, moi, sur un repas, de participer à un repas dans une unité de vie. Donc c'était une proposition de notre part, de la direction. Pourquoi? Parce que quand on cible donc plusieurs accompagnés traceurs, et puis au moment du lancement de la démarche, 3 sont choisis dans mon cas, et puis nous avons à gérer beaucoup de frustration parce que les résidents sont préparés, ont attendu l'évaluateur, enfin, et donc ceux qui n'étaient pas choisis, c'était compliqué. Et donc, on avait pris l'option de pouvoir proposer un temps de repas au sein des unités qui accueillaient ces personnes-là, en leur disant, voilà, vous aurez l'occasion de partager un repas et si vous voulez échanger, alors de façon plus informelle, mais vous pourrez le faire avec les évaluateurs. Alors,
quelquefois, voilà, on n'est pas présent, donc on ne maîtrise pas tout. Il faut pouvoir lâcher prise, mais faire confiance aussi à la parole du résident, des professionnels, et à ce moment-là. Et globalement, c'était plutôt quelque chose d'assez positif. Les évaluateurs ont apprécié la proposition d'emblée, qu'ils n'aient pas demandé, mais qu'on l'organise comme ça. De toute manière, on n'arrivera jamais à cacher véritablement des choses. Donc, il vaut mieux se montrer effectivement plutôt ouvert, ce qui révèle une attitude plutôt coopérative que l'inverse. Parce que de toute manière, voilà, s'il y a des choses qui doivent sortir, elles sortiront. Alors nous, on l'avait fait plutôt par l'entrée du résident pour valoriser les résidents. Qui n'avait pas pu être entendu en tant qu'accompagné traceur, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est effectivement quelque chose qui peut être proposé aussi pour que les évaluateurs aient ces temps aussi de partage avec les résidents. Alors, sur l'organisation des temps et des espaces, on doit rappeler aussi que on peut aller évaluer, on peut aller regarder comment s'articulent un petit peu les tâches, l'organisation aussi des tâches annexes, on va dire, de l'établissement, notamment l'organisation de l'entretien des locaux, des petits travaux, des réparations, et que tout cela soit bien coordonné avec les autres activités où participent les usagers, de façon effectivement à ce que cela ne crée pas de risques pour la sécurité. Par exemple, si effectivement on a l'habitude, et ça, je l'ai pas mal entendu, alors plutôt en accompagnement, en auto-évaluation, mais voilà, on fait les sols et en même temps, c'est le moment où les personnes circulent, notamment là, c'était avec des personnes âgées. Forcément, on a voilà, des zones, des risques là qui peuvent être assez importantes. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde aussi et qui peut avoir plus trait à la sécurité des personnes. Alors, on passe à l'avant-dernier objet de notre observation des locaux, les affichages. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, hein, parce que forcément, ça c'est ressorti par le biais des autres thèmes. Mais il me semble important quand même de refaire un petit tour sur la question. C'est évident que quand on rentre dans l'établissement, la première chose qu'on fait, on regarde les murs. Et c'est pas que les murs d'ailleurs, mais voilà, la petite table avec les flyers qui sont posés, le comptoir, les prospectus, tout ce qui est proposé, ce qui est en vitrine de l'établissement. Alors, on vérifie bien évidemment toujours sachant que ce n'est pas un audit, c'est une évaluation, mais on va vérifier tout ce qui est en lien avec le respect des droits des personnes, qui est l'objet fondamental de cette évaluation. Donc, les affichages obligatoires qui, comme vous le savez, sont la charte des droits et libertés, les personnes qualifiées, les modalités de recours. Donc, si effectivement, on a prévu des modalités particulières pour les personnes, pour leurs proches, pour les partenaires extérieurs, les personnes de l'extérieur, pour faire remonter leurs demandes, leurs insatisfactions aussi. Si on retrouve les éléments qui parle du CVS, de comment il est composé, des comptes rendus, des ordres du jour. Donc, là, je ne parle que, on va dire, du titre, en fait, des documents que l'on recherche. Après, les collègues parleront un petit peu plus de leur forme, du format qui doit être mis à disposition, enfin, quels sont effectivement les points de vigilance que l'on doit avoir. Et en dehors de ces affichages obligatoires, ce que l'on regarde aussi, c'est comment on favorise la fameuse approche inclusive, comment on fait en sorte que l'établissement soit ouvert sur l'extérieur et permette aussi aux personnes accueillies de se projeter sur l'extérieur. Donc, comment sont données les informations sur les services d'insertion, sur les accueils juridiques, sur la citoyenneté, sur les sorties, voilà, tout ce qui peut effectivement être utile pour s'intégrer dans la cité
hein, on parle vraiment des cités. Alors peut-être voilà plutôt les collègues à entendre sur ce qui est, comme je le disais, du format, parce que les affichages, ce qu'on le regarde, c'est pas seulement s'il y a les personnes qualifiées, parce que si on affichait le décret avec la nomination des personnes qualifiées, bah, peut-être que si on est effectivement dans un établissement qui accueille des personnes malvoyantes ou des personnes âgées, ça va être un petit peu difficile d'aller décrypter de qui il s'agit et comment je vais avoir ses coordonnées. Donc, comment vous avez travaillé, vous, sur cette lisibilité, sur cette clarté et également sur la question de la confidentialité? Parce que par moment, effectivement, on a des affichages aussi qui peuvent mettre en jeu la confidentialité de certaines informations personnelles. Donc, je vous laisse la parole. Peut-être Sophie, si vous voulez commencer. Oui, je peux. Nous, dans nos établissements, l'enjeu, c'est vraiment la lisibilité des documents avec des personnes, donc avec le public accueilli. Et on avait travaillé en amont toute l'année avec le CVS sur justement cette accessibilité aux informations, déjà trier et prioriser les informations, parce que quand vous faites du braille ou du grand caractère ou de l'audio, ben, vous ne pouvez pas tout transcrire tel quel, il faut simplifier et il faut faire une priorisation ou voire renvoyer vers des personnes ressources qui peuvent accompagner ou donner les infos. Donc, on avait fait tout ce travail-là en amont et ensuite, travailler avec des supports. Alors, on a l'affichage classique pour le Kidam sous verre à l'entrée qui est joli et qui respecte la réglementation, on va dire. Et puis après, on a un autre espace accessible même tactilement, où on peut toucher, donc où on va trouver le braille, où on va pouvoir trouver du grand caractère, où on va pouvoir trouver des QR codes qui nous renvoient vers des documents audio. Qui très facilement peuvent être scannés par un téléphone d'une famille, d'un résident, et avoir les infos simplifiées. J'insiste beaucoup sur le simplifié, mais en audio. Donc ça a été le travail de l'année, en fait, on va dire, autour de ça et de cette accessibilité aux informations. Et après, en termes de confidentialité, je mettrais juste un petit focus sur, dans les unités de vie, quelquefois dans les bureaux éducateurs, choses comme ça, on met des affichages parce que c'est pour le quotidien, ça aide. Attention aussi à la confidentialité de certaines informations. Si on y accueille aussi une famille à un moment donné pour régler un problème, il faut faire très attention à ce qu'on peut mettre dans les affichages à ce moment-là. Et puis, tout ce qui est affichage sur la vie de l'établissement, hein, donc via les médias, puisqu'on travaille aussi beaucoup, on essaye d'afficher. Et de toute façon, on est toujours attentif au droit à l'image, mais de toute façon, dès qu'on fait via un média, le droit à l'image, il est déjà vérifié en amont, donc il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Je laisse la parole à Christelle, peut-être, compléter. Oui, parfait. Oui, je vais Merci, essayer Sophie. de compléter, effectivement. Merci, Sophie. C'est vrai que la différence, bon, on n'est pas, nous, on a aussi des affichages, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'affichages non plus. Parce que trop, du coup, ils n'arrivent plus à lire, ils ne savent même plus ce qui est important. La priorité, toujours, effectivement, ils ont regardé s'il y avait les comptes rendus CVS, s'il y avait un endroit bien spécifique pour de l'affichage. Nous, on a mis en place, c'était aussi une demande des résidents, on a travaillé sur un panneau d'affichage par rapport aux animations avec un tableau blanc et des pictogrammes ou des photos en précisant quelle animation, quel jour, donc c'est le tableau de la semaine et à quelle heure. Donc ça les résidents appréciaient beaucoup et les évaluateurs ont bien vérifié effectivement, ils ont dit voilà, ils étaient assez satisfaits, ils ont quand même aussi posé la question aux résidents. Hein. Nous, ce qu'on avait fait aussi, c'est bien fermer les portes parce que justement, en termes d'affichage et de confidentialité, donc toutes les portes fermées, notamment les portes de salles de soins fermées, verrouillées avec un code,
Et l'accueil des familles ou des résidents, ben, on s'est installé soit dans le petit salon, ou alors quand il y avait besoin, on pouvait discuter dans leur chambre directement, parce qu'on a précisé aussi, c'est vraiment faire attention, parce que quand on rentre dans les salles de soins, il y a beaucoup de choses qui sont affichées, il y a beaucoup il y a les noms, il y a voilà, il y a beaucoup de Des choses médicales. trombinoscopes. Les trombinoscopes. Alors, trombinoscope, ça, c'est pareil, parce que nous, on avait commencé à les mettre en place pour les distributions des médicaments. Et la confidentialité, bah, c'est aussi avoir l'accord du droit de droit à l'image. Tout à fait. Je ne peux Tout pas à fait. oublier Même pour ça. les dossiers. Même pour Même les les dossiers. dossiers, hein, tout ce qui est dossier, à partir du moment où il y a une photo, ils ont demandé les preuves de droit à l'image. C'est d'office, là, même pour les petits déjeuners, quand on précisait les petits déjeuners, s'il y a des spécificités, il faut que ça reste dans l'office, que ce ne soit pas visible à tous. Les plans de soins aussi doivent rester. Voilà, c'est vrai que quand on passe dans les couloirs, on a tendance, bah oui, mais le plan de soins, il doit rester, il doit pas être visible s'il y a des visites, qui que ce soit ne doit pas avoir accès aux informations, que ce soit médicales ou autres. Et un panneau d'affichage Qualitinfo qu'on avait spécifiquement créé pour les professionnels, mais là qui est aussi enfin, dans un bureau fermé à clé. Et c'est accessible aux professionnels. Oui, voilà. En fait, je pense qu'il y a deux choses qui me viennent vraiment importantes à l'esprit. Quelque chose qui, pour moi, a vraiment beaucoup de valeur, c'est l'actualisation des affichages. Effectivement, si on voit qu'on a encore l'affichage de Noël alors qu'on est déjà à Pâques, voilà, ce genre de choses qui vraiment donnent aussi une indication. C'est pas très dangereux en soi, mais le fait est que voilà, ça donne déjà une idée de la dynamique peu présente dans l'établissement pour mettre à jour un petit peu les informations et que ce soit la vie du moment. Et puis effectivement, tous ces aspects dont peut-être on fait plus trop attention, le fait que un bureau pour les éducateurs, si c'est le bureau pour les éducateurs, c'est pas là qu'on va accueillir effectivement la personne et les familles, parce qu'il y a tout un tas, ou bureau des éducateurs, ou comme vous dites, l'infirmerie, la salle des soins. Ce sont des lieux où on a tout un tas de données personnelles qui sont du coup confidentielles et qui ne doivent du coup pas être diffusées d'autres manières. Donc on va regarder tout ça et on va regarder comment donc chaque pièce est vraiment attitrée à une fonction. Donc ça, c'est important. Alors, une petite question pour Sophie. Il me semble que vous avez du diffus, Sophie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Une partie. est-ce que vous pouvez nous dire si il y a eu en fait des affichages qui ont été regardés aussi dans le diffus? Est-ce que vous avez quelque chose par rapport à ça dans votre expérience? Dans le diffus, alors nous, c'est un petit peu particulier, hein, c'est un immeuble avec des habitats. L'immeuble, il nous est réservé aux résidents et on a quelques appartements diffus, alors là, complètement diffus dans la cité. Et dans cet immeuble, on a un bureau éducateur. Donc, les affichages sont globalement dans le bureau d'éducateur et nous avons les plannings de présence qui sont dans le hall d'entrée, accessibles. Donc là. Après, où on a eu effectivement une remarque, c'est sur les dossiers de liaison d'urgence ou sur le dossier médical de la personne accueillie qui doit impérativement être dans son logement. Alors, ça me permet de faire la transition. Merci Sophie, parce que c'était pour la prochaine et dernière partie de la visite. Alors, pour les participants que je ne vois pas, que je n'entends pas, juste un petit mot pour vous dire que je vois les temps qui passent. On va voir quelques minutes de plus, hein, je pense une dizaine de minutes en plus pour terminer notre présentation. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas en mesure de rester jusqu'à la fin, comme je l'ai indiqué au début, pour ceux qui n'ont pas peut-être participé tout de suite, nous vous enverrons plus tard le replay complet de ce webinaire, donc pas de panique. Vous pourrez arriver jusqu'au bout comme vous le souhaiterez.
Donc, alors voilà, on fait la transition sur les pratiques professionnelles parce que, bon, on en a déjà aussi un petit peu parlé, hein, ce sont tous des thèmes qui se recoupent, mais on fait un petit peu le focus sur le fait que pendant la visite, on observe les professionnels, bien évidemment. On observe leur posture, on observe comment ils s'adressent aux personnes. Donc, on observe effectivement comment on les appelle, par leur nom, par leur prénom. Est-ce qu'on les vouvoie? Est-ce qu'on les tutoie? Voilà, quel est le ton de la voix? Comment on gère un petit peu toutes ces interactions? Donc ça nous donne forcément des éléments à explorer éventuellement plus tard en entretien. Mais comme effectivement l'indiquait également Sophie, on est aussi sur la confidentialité. Encore une fois, on revient sur ce thème de la confidentialité qui me tient particulièrement à cœur. Parce que, voilà, on voit déjà, mais moi je le vois aussi quand j'accompagne des auto-évaluations, il y en a ceux qui disent face à moi Madame D, Monsieur B, et d'autres qui disent les noms, qui s'étalent un peu plus. Donc on voit toutes les habitudes qui sont déjà intégrées, ils y pensent même pas parce qu'ils le font comme ça naturellement. Et on voit ceux, par contre, qui s'appellent d'un bout à l'autre du couloir. Et vous avez vu, Madame, Madame Rose là-bas, elle a eu ça cette nuit. Voilà. Ce genre de situations sont toutes des situations qui vont peut-être nous alerter sur la façon dont se passe après la transmission d'informations au sein de l'établissement ou avec des tiers extérieurs. Après, la confidentialité, alors ça nous fait faire un petit détour, mais qui me paraît important, sur la question justement des dossiers. Alors Sophie, je ne sais pas si vous étiez arrivée au bout de votre réflexion sur les dossiers, de votre témoignage plutôt sur les dossiers, mais sinon je compléterai. Oui, nous c'était d'urgence. vraiment au sein du foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés hein, que la question s'est posée, Oui. parce qu'ils ont des appartements, des petits T1, T2, et effectivement, les dossiers d'urgence n'étaient pas dans les logements des Exact, personnes. parce qu'il faut rappeler quand même, je mets un petit élément de contexte et de réglementation, que si nous sommes dans des établissements non médicalisés, on n'est pas censé garder et gérer des données médicales, même si vous faites de l'aide à la distribution des médicaments avec des pilules préparées par la pharmacie, on n'est pas censé garder des ordonnances, on n'est pas censé garder des dossiers de liaison d'urgence en l'état. Donc, la question est de pouvoir le gérer au mieux en lien avec les contraintes, les difficultés aussi de certains publics qui nous demandent peut-être de garder les informations parce qu'ils ont peur de les perdre, parce qu'ils sont à deux dans une chambre. Vous vouliez compléter, Sophie? Oui, nous donc, au foyer d'hébergement, il n'y a pas débat, mais où il y a eu débat, c'était au niveau des FAS. Avec des publics aussi extrêmement déficitaires. Et nous, où on gère le dossier de liaison d'urgence via notre logiciel de soins, hein, avec des accès forcément par groupe métier, donc des accès limités selon le métier de chacun, mais ce qui sécurise les données et qui assure la confidentialité au maximum. Mais effectivement, on gère, nous, le dossier médical aux FAS, classiquement, globalement, presque comme aux femmes. Ce qui n'est pas tout à fait dans la ligne droite de ce qui est demandé, mais on a pu aussi expliquer le pourquoi et prouver le respect maximum de la sécurité des données. Donc, et on a tenu notre discours, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit oh là là, oui, non, on fait mal, oui, on fait comme ça, mais c'est réfléchi et on sécurise, et on a expliqué pourquoi. Alors après. Moi, souvent, ce que je dis aux établissements qui n'ont pas de personnel médical ou soignant, dans ces cas de figure, c'est de garder, par exemple, dans des CHRS où j'ai beaucoup travaillé, en fait, l'idée, c'était d'avoir les dossiers de liaison d'urgence gardés dans une enveloppe cachetée, mis à jour régulièrement, hein, en lien avec les personnes, mais du coup, garder peut-être dans un armoire fermé à clé, un coffre-fort, quelque chose, si les personnes ne souhaitaient pas les garder dans leur logement, par exemple.
Mais du coup, voilà, de trouver effectivement d'autres façons de faire qui permettent d'être en règle aussi avec la conservation des données médicales. Donc, si on avance un petit peu de la question des pratiques, c'est vrai que qu'est-ce que l'on observe? Évidemment aussi, on observe comment on respecte l'intimité de la personne. C'est l'une des questions fondamentales de ce référentiel aussi, parmi les critères impératifs. Donc, en ce moment, je suis beaucoup sur ces accompagnements-là. C'est comment, par exemple, on rentre dans l'espace privatif, c'est comment on attend l'accord de la personne, c'est comment on gère les clés de ces espaces privatifs, comment on travaille toujours en lien avec la personne pour savoir si elle n'est pas en capacité de gérer les clés, comment elle souhaite que soit géré l'accès à son espace privatif. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent déjà se voir lors de la visite par rapport à ce respect de l'intimité. Après, il y a certaines pratiques qui sont regardées de façon un petit peu plus rapprochée. Alors, j'en profite pour, sur ce dernier point, donner la parole à Christelle, qui, du coup, dans l'EHPAD, a dû vivre l'expérience du circuit du médicament pour nous raconter un petit peu comment les évaluateurs ont évalué cette pratique-là. Oui, alors effectivement, le circuit des médicaments, ils ont pris jusqu'au bout, hein. Donc, ils ont donc vérifié comment était. Alors, c'est vrai qu'en nous ayant un service de SMR, SSR, SMR, on a aussi une pharmacie en interne. Donc, une PUI interne, bon, bah, c'est vraiment très, très, très pratique pour nous. Donc, ils ont vérifié comment étaient préparés les traitements, par qui, est-ce qu'il y avait une double vérification, qui distribuait les traitements, comment étaient distribués les traitements, si aussi, puisque nous avons des ordinateurs, est-ce que nous avons un code, est-ce que le code, le mot de passe est bien mis à jour régulièrement, combien de fois on change nos mots de passe, ils ont aussi regardé comment le protocole de sécurisation de l'informatique. Ils sont allés jusqu'à demander aux professionnels, oui, mais si le résident refuse ces traitements, est-ce que vous le tracez? Comment vous le tracez? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous donnez correctement comment vous le donnez? Ils ont vérifié aussi les prescriptions, certaines prescriptions, même s'ils ne sont pas allés vraiment dans le médical, mais ils ont quand même regardé, est-ce que c'est prescrit, pas prescrit? Si ce n'est pas prescrit, comment vous faites? Est-ce que vous avez accès au médecin ou pas? Vous aviez parlé, me semble-t-il, aussi de la question. Pardon, je vous ai coupé. Oui. Vous avez une idée, sinon ça va partir. Dites-la tout de suite. Allez-y, Alice. Non, mais moi, j'avais en tête la question aussi qui m'avait particulièrement touchée, le fait que, en fait, vous avez des gilets pour dire que vous êtes en distribution du circuit. Des gilets de distribution des médicaments. Donc, nous avons des gilets jaunes marqués floqués de ne pas déranger. Et pareil, nous sommes censés donner nos téléphones. C'est-à-dire que tous les professionnels qui font les distributions des médicaments donnent son téléphone à sa collègue pour ne pas être dérangé pendant la distribution. Et ils ont aussi vérifié si les professionnels qui faisaient la distribution étaient formés. Ils nous ont demandé les formations, si on avait fait une formation spécifique à la distribution des médicaments. Et au logiciel, forcément. Même s'il existe une procédure, un protocole d'aide à la distribution, s'ils sont formés spécifiquement à cela. S'ils sont formés spécifiquement à cela, est-ce qu'ils connaissent? Donc, on avait des petites affiches sur le seuil aux médicaments avec les 5 B, donc les points de pratique, le bon usage, le bon médicament, le bon patient. Si effectivement les professionnels savaient à quoi ça correspondait et comment aussi ils avaient le bon et comment ils étaient sûrs qu'ils donnaient le bon médicament au bon résident, au bon patient. Mais ils sont allés vraiment jusqu'à la vérification, jusqu'au bout et visiter notre pharmacie en interne. Très bien. Eh bien, écoutez, mesdames, je pense que nous pouvons arrêter sur la question des observations de la visite pour passer donc sur un thème qui va être traité un petit peu plus rapidement, mais qui est
tout aussi important, c'est-à-dire les éléments de preuve, puisque nous l'avons un petit peu évoqué en parlant de la visite et de l'observation des locaux. On a déjà tout un tas d'éléments de preuve qui sont apportés par le biais des affichages, par exemple. Et les éléments de preuve, c'est bien un petit peu, comme je l'indiquais tout au début, pas le cœur, mais je veux dire un petit peu la grande nouveauté qui est aussi assez déstabilisante, je trouve, pour les établissements. Vous en direz peut-être un mot, Christelle et Sophie. Mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'un élément de preuve? C'est ça aussi toute la question. Comment se préparer à être prêt pour ces éléments de preuve? Comment organiser les interviews pendant l'évaluation et comment constituer les groupes? C'est ces 4 questions qu'on va balayer dans ces 10 dernières minutes parce qu'elles me paraissent très importantes et on a tiré pas mal d'enseignements au bout des premières évaluations, nous-mêmes, et les évaluateurs, parce que ça se passait pas forcément très bien tout de suite, même pour nous. Donc, voilà ce qu'on a envie de vous partager pour que ce soit peut-être mieux demain pour vous. Alors, de quoi s'agit-il? On a dit, ce sont déjà tous les documents cadres que j'évoquais au début, c'est qu'on envoie en amont aux évaluateurs pour qu'ils puissent rentrer virtuellement dans l'établissement. Les outils de la loi 2002, les rapports d'évaluation, le projet d'établissement, le projet associatif et tout ça. C'est les documents qui parlent de la participation de la personne, donc les documents relatifs au CVS, les enquêtes, etc. Tous les procédures et les protocoles principaux sur la gestion des événements désirables, des réclamations, la maltraitance, les plans de gestion des crises, les circuits du médicament, la contention, tout ça constitue les éléments de preuve. Les documents RH, parce qu'on a quand même une partie RH dans le chapitre 3 et qu'on va surtout très souvent, régulièrement revoir le plan de formation parce qu'on a beaucoup de questions qui portent sur beaucoup de critères sur la formation des professionnels. Mais il n'y a pas que cela, n'est-ce pas, Sophie? Je l'ai dit parce que vous m'aviez fait rire l'autre jour quand vous avez dit que vous étiez tombée du 36e étage. Pourquoi? Non, il n'y a pas que ça, loin de là, parce que quelquefois, il faut savoir que ça va très vite, on en parlera après sur la façon dont on peut s'organiser pour être le plus près possible. Ça va très vite, il faut avoir les idées, trouver les bonnes preuves. Alors souvent, on a préparé tout un tas de choses et puis il y a toujours la question qui arrive et on ne sait pas trop comment répondre. Et moi, je me suis vue prouver certains partenariats, certaines participations à des colloques en montrant des mails d'invitation, en montrant une réponse de mail à un partenaire. Donc, je ne m'imaginais pas aller jusque-là. Je suis allée rechercher des articles de presse pour prouver la participation des résidents à telle ou telle journée dans le droit commun ou une participation un partenariat avec une association qui propose du droit au répit, qui était partie. On n'avait pas forcément de convention et on avait un article de presse qui parlait de ça. Et donc, ça a été du coup un élément de preuve. Donc ça, c'est des éléments de preuve que je n'avais pas imaginés en amont et qui ont été extrêmement utiles. Et oui, je suis tout à fait d'accord parce que moi, je me souviens encore récemment, les évaluateurs, quelque part, cherchent toujours à ce que vous soyez quand même performant et pas l'inverse. Donc, j'essaie qu'on parlait du questionnement éthique. Donc, il m'avait présenté une situation d'une personne qui devait passer de la petite unité de vie à l'EHPAD. Et voilà, donc on est toujours attentif à la question de est-ce que la personne est impliquée, est-ce que les proches aussi sont impliqués? Et ça n'avait pas été tout à fait tracé parce qu'encore, ils n'étaient pas tout à fait sur le logiciel, je ne me souviens plus exactement. Et donc, effectivement, j'ai demandé, mais vous avez forcément la trace quelque part de vos échanges avec les SIAD, de votre échange avec la cousine. Et ça a été ressorti par le biais des mails. Donc, parfois, c'est vrai qu'on va regarder dans les mails, on va regarder dans le compte-rendu de réunion, on peut aller regarder vraiment sur tous les supports que vous avez à disposition. Après, ça ne nous empêche pas, par contre, soyez attentifs et vigilants au fait que nous considérons quand même toujours, moi en tout cas, je suis très, très, très attachée
au dossier unique de la personne. Donc, on ne peut pas avoir non plus des informations éparpillées à droite à gauche et partout, de façon un petit peu hasardeuse, enfin, je veux dire, sans construction, sans organisation. Donc, on peut entendre que peut-être actuellement, on est en phase de changement de dynamique des logiciels, etc. Tout doit être tout de même justifié. Donc, Alors, on c'était souvent accepte des... Oui, vas-y, Pardon, Alice, allez-y. c'était Non, souvent non, des je vous en éléments de prie. preuve liés à l'ESMS, à l'audit système. C'était pas Oui. forcément en lien avec la personne. Moi, j'en ai vu aussi avec la personne, Ouais. par contre. Mais c'est vrai qu'on essaie quand même d'être plutôt sur la question, enfin, sur vraiment le principe d'un dossier unique. Alors, du coup, comme on a tous ces éléments de preuve à préparer et qu'on est vraiment très, je dirais, surpris par comment se passe l'entretien, parce qu'on est tout le temps, en fait, on ne peut rien dire sans que l'évaluateur nous demande c'est quoi l'élément de preuve? Où est-ce que je peux le voir? Montrez-moi où est-ce que je peux le voir. Donc ça va devenir un leitmotiv de toute votre visite et il faut vraiment être organisé pour ne pas se laisser déstabiliser. Donc, comment se préparer? Dites-nous, Christelle, peut-être, à cette dynamique. Alors, c'est vrai que nous avons préparé l'évaluation en petits groupes. Comme nous avions déjà le planning, on savait qu'on avait donné les noms et puis les professionnels qui allaient assister à tel et tel jour, tel entretien, tel jour à tel autre entretien. Donc, on avait bien divisé par chapitre. Et là, c'est vrai qu'on a travaillé en équipe avec les professionnels en précisant, mais si vous connaissez les éléments de preuve, donc qu'est-ce que vous avez comme élément de preuve sur le terrain et nous, on vous apporte les informations. Donc, on a vraiment travaillé tout ça en équipe, en groupe, pour que en fait, la parole soit un peu plus libérée, que les professionnels se rendent compte qu'effectivement, mais ils le font. Les éléments de preuve existent, elles sont là. Et des fois, quand on est en entretien avec l'évaluateur, on perd aussi un peu ses moyens et c'est pas évident. Absolument. Et du coup, Sophie, effectivement, vous avez pallié comment à ça? Une méthodologie un tout petit peu différente, c'est-à-dire qu'on a préparé l'évaluation en groupe de direction, où on y a associé quelques personnes référentes des unités et charge ensuite aux référents de diffuser aussi auprès des équipes systématiquement. Les chefs de service étaient aussi très impliqués et on a utilisé un petit jeu de l'évaluation qui est édité, alors sans faire trop de pub, mais c'est le Rapeda qui a fait ça et on l'a utilisé. Alors pas forcément comme un jeu, mais c'était des petites cartes et du coup ça a permis d'évoquer certains critères. Alors, on en prenait 1, 2 par réunion d'équipe, comme ça, diffuser tranquillement. Bah, tiens, quand on vous parle d'éthique ou quand on vous parle de le droit de la personne ou qu'est-ce que ça résonne chez vous et quels seraient les éléments de preuve. On a déjà essayé de travailler un petit peu sur le fond comme ça pour que les équipes ne soient pas trop surprises. Et malgré ça, si je peux en dire un mot, malgré ça, ça a été pour certains même quasiment violents sur l'élément de preuve. Ah oui. On a eu beau leur dire, leur expliquer, ils ressortaient de là en disant mais on n'imaginait pas ça comme ça, quoi. C'était trop. Moi, je sais que c'est tellement perturbant que je le dis dès le départ, je vous dis, ne vous inquiétez pas, mais vous allez voir, à chaque chose que vous allez dire, je vais vous demander de me montrer une preuve. Parce que c'est vrai que c'est tellement inhabituel, c'est tellement pas le quotidien, mais pour personne en réalité. Mais effectivement, il faut vraiment aussi désamorcer un petit peu tout ça. On en rigole un petit peu aussi au bout d'un moment. Enfin, je ne sais pas avec certains évaluateurs, mais avec moi un petit peu, oui, parce que sinon, vraiment, on devient un petit peu... voilà, ça peut nous assommer assez rapidement, la question des éléments de preuve. Mais c'est important parce que nous-mêmes, nous, les évaluateurs, on est aussi évalués là-dessus, dans la notation qu'on apporte par les COFRAC. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très regardé. Et ça demande une organisation aussi de notre part. C'est-à-dire que pour l'audit système, par exemple, on s'était organisé, nous, en équipe de direction, puisqu'on avait des éléments de preuve sur plusieurs supports. Informatique, on avait un système de projection et on avait chacun pris un support en charge
pour pouvoir démontrer et aller un peu plus vite, parce que ça va vite, une évaluation, ça va extrêmement vite. Ça va vite. Et il faut montrer les éléments de preuve, et il faut être réactif. Et du coup, on s'était un peu organisé entre nous déjà pour partager un petit peu la charge d'éléments de preuve, on va dire. Et ça peut être aussi tout dépend comment vous êtes organisé, mais ça peut être quelque chose de positif. Oui, nous on avait préparé des classeurs effectivement, hein, par chapitre, avec donc ils avaient à disposition des classeurs avec tous les éléments de preuve qui pouvaient être demandés, quoi. Alors, du coup, voilà, je termine sur les 2 dernières diapositives, effectivement, avec une série de conseils. Alors, n'hésitez pas, j'accélère un petit peu parce que je vois que le temps tourne vite aussi pendant notre webinaire, mais n'hésitez pas à compléter, si besoin, Sophie et Christelle, par rapport à vos expériences. Alors, moi, je pense que ce qui est important de prévoir pour organiser les interviews des professionnels, alors je dis des professionnels pour dire la gouvernance ou les professionnels de terrain, hein, pour les deux, effectivement, de prévoir déjà les salles et les bureaux nécessaires. Il y en a forcément plusieurs qui sont mobilisés au même moment, hein, parce qu'on fait plusieurs séquences en parallèle. Il faut s'assurer qu'ils soient bien équipés d'un accès Internet et à minima d'un ordinateur, voire plusieurs, effectivement, si on a la possibilité, comme l'évoquaient les collègues, pour que plusieurs éléments de preuve puissent être sortis en même temps. Prévoir si possible une projection, ça permet à tout le monde de visualiser le document, même à l'évaluateur, de façon plus simple sur une projection si possible. Et les connexions, évidemment, au logiciel métier, parce qu'on va rentrer aussi et beaucoup et souvent dans les dossiers des personnes. Alors, autre chose que j'ai appris avec le temps, avec les évaluations, c'est d'avoir toujours à minima 2 professionnels avec moi. Je ne pourrai jamais plus avoir un seul professionnel en entretien, y compris sur les professionnels référents des accompagnés traceurs, puisque je n'aurai jamais le temps d'aller voir après les éléments de preuve de chaque critère que je vais évaluer avec eux. Donc, souvent, l'organisation qui m'a paru la plus optimale, c'est d'avoir quelqu'un qui répond sur les questions posées. Alors, ça peut être à tour de rôle, hein, et l'autre qui va chercher sur l'ordinateur les éléments de preuve. C'est un vrai métier, chercheur d'éléments de preuve. Et ensuite, on a la constitution des groupes. Donc, la constitution des groupes est aussi un élément très important. Alors ça va un petit peu au-delà des éléments de preuve, mais je tenais quand même à le présenter parce que là aussi, en tout cas, ça fait partie pour pouvoir répondre aux critères. On a besoin que toutes les personnes qui ont les informations, qui détiennent les informations sur les critères, soient présentes. Et donc, c'est vrai que on parle de pluridisciplinarité, on représente tous les métiers, on essaye d'avoir à chaque fois un professionnel de nuit, mais surtout, vérifier à chaque fois sur les séquences qui vous sont proposées par les évaluateurs, quels sont les critères, les items qui vont être abordés. Parce que c'est sûr qu'il m'est arrivé sur un entretien, il y avait pas mal de questions qui devaient être, du coup, dont les réponses étaient détenues par l'éducateur spécialisé de la structure, qui, je pense, était en congé ou en formation sur le moment de l'évaluation. Donc, les collègues n'étaient pas en capacité de répondre. Donc, il y a des critères sur lesquels on n'a pas pu aller plus loin et qui ont, du coup, sont vu la note baisser parce qu'ils n'avaient pas d'éléments à m'apporter. Donc, même si j'ai cherché de toutes les manières de trouver quand même des moyens pour qu'ils m'apportent des réponses, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être très vigilant à ce que toutes les personnes qui peuvent apporter des éléments de réponse soient présentes. Je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires, Christelle et Sophie, à apporter sur cette question des éléments de preuve et des entretiens. Non, mais c'est vrai qu'il faut effectivement toujours prévoir au cas où, quoi, aussi. On avait toujours 1 ou 2 personnes, s'il y en a une qui était malade le jour-là ou s'il devait pas. Et on a fait venir aussi des professionnels parce que quand ils sont sur le terrain, qu'ils sont en plein travail, c'est pas forcément toujours évident de couper dans les prises en charge. Donc, on a certains professionnels qui sont venus exprès pour l'évaluation. Ouais. Adaptation des plannings. Hein. Oui. Et comme on a les dates en amont, on organise les congés aussi en conséquence. C'est ça aussi.
Eh bien, mesdames, je pense qu'on peut se dire qu'on va vers la conclusion de ce webinaire. On avait prévu pour vous qui nous écoutez de vous laisser quand même avec quelques conseils voilà, que chacune a un petit peu pensé pour vous. Donc, voilà, le premier, c'est celui que je souhaite vous donner. Ne cherchez pas à modifier les pratiques au dernier moment. Je pense que c'est important de se dire que on a aussi des fonctionnements qui sont déjà inscrits, qui sont déjà voilà, dans les habitudes des uns et des autres. Bien sûr, on a acquis un nouveau logiciel comme MS Qualité, on voudrait tout de suite l'investir et en faire la gestion documentaire et voir qu'on est performant. Mais vous serez beaucoup moins performant pour trouver vos éléments de preuve. Donc, peut-être que vous planifiez l'investissement de votre nouveau logiciel dans les mois à suivre et que vous gardez votre pratique installée, instaurée et bien connue de tous les professionnels pour passer à un moment d'évaluation un petit peu plus détendu. Le changement du dernier moment, c'est un petit peu comme la procédure qui a été écrite 3 jours avant, ça ne servira strictement à rien. Donc, je vous laisse peut-être présenter, Christelle, le deuxième point. Surtout accepter que tout ne soit pas parfait, effectivement. Hein. Tout ne peut pas être parfait, c'est pas possible. Nous travaillons avec de l'humain. Donc, par contre, la seule chose, c'est montrer qu'on est effectivement conscient qu'il y a des imperfections, mais qu'on a mis en place des actions pour essayer d'améliorer ce dont on s'est rendu compte qui déconnait un petit peu ou qu'il y avait un petit défaut ou oui, on sait. On n'est pas très bon là, mais par contre, on en a conscience et on essaye de mettre des actions en place pour pallier à ce défaut. Surtout le plan d'action. J'en ai vu très peu dans mes évaluations, donc je vous incite à en avoir un, notamment sur les critères impératifs. Surtout. Bah oui. Et surtout, alors, et du coup, Sophie, pardon, pour les 2 derniers points. Alors, moi, je dirais préparer les équipes. Un maximum. Alors, ça peut être tout simplement déjà les rendre attentifs aux critères et à la formulation de ces critères et aux verbes utilisés, parce que chaque mot a son importance dans les critères. Les verbes comme co-construisent, mobilisent, facilitent, évaluent, repèrent, accompagnent. À chaque fois, dans les critères, vous allez avoir des verbes différents et forcément, les réponses seront différentes et que les équipes déjà maîtrisent un petit peu le vocabulaire et les critères, ça apporte vraiment. Et puis, je dirais bien identifier les enjeux de la visite. C'est pas au départ, on lit le programme, on se dit bon, c'est une visite. OK, une visite d'établissement. Non, c'est pas juste une visite parce que cette visite, elle a vraiment des enjeux et on peut l'organiser en conséquence de si on identifie nos points forts ou si on identifie je pense qu'il faut l'organiser, la préparer sans vouloir cacher les choses parce qu'on l'a déjà dit hein, avec Alice, tout est recoupement et de toute façon cacher, ça sert à rien puisque ça ressort d'un côté ou de l'autre. Hein, forcément, ils passent leur journée à recouper les données. Donc, mais la visite, c'est vraiment un temps fort de l'évaluation, à mon sens. Et bah, sur ces belles paroles, je remercie tout d'abord voilà, Sophie et Christelle d'avoir pris ce temps avec nous. Je vous remercie tous de votre attention, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous, comme indiqué, voilà, nous vous enverrons donc le replay de ce webinaire avec les réponses aussi aux questions que vous avez pu envoyer via le chat. Et nous vous invitons également, si vous le souhaitez, à aller voir sur le site internet de GEPI les prochains thèmes de webinaires qui seront proposés. Éventuellement aussi suivre sur LinkedIn et vous inscrire à la newsletter si vous le souhaitez pour avoir voilà, un petit peu toutes les infos, les actualités qui peuvent vous être proposées sur les thèmes de l'évaluation. Et bah, merci à tous et puis bah, bonne fin de journée. Et à une prochaine. Merci. À vous. Merci, Bonne Sophie journée Christelle. à tous. Merci.